Non, on est bien là. Malheureusement, une vache qui a traversé le temps des Juifs, c'est pas le Juif fibucier, c'est le Juif kacha, qui se cache, chapeau, les langues. Eh oui. C'est ça qui a Ben oui, bien sûr. Malheureusement. Bien sûr. Et aujourd'hui, on est en train de corriger ça. C'est ça qu'on fait. Il faut corriger ça. C'est ça. Curieux. Non, c'est pas curieux. On est parti en exil. En exil, forcément, tu es difficilement mis en avant. On corrige ça. Il y a eu des gibourim chez nous. D'accord. On n'en parle pas. D'accord, il faut en parler. On ne sait pas. Il faut, voilà, maintenant tu sais. Oui. Et on corrige parce qu'il y a l'État d'Israël. Évidemment. Parce que sinon, on serait resté dans les pays. Et d'accord, ça s'appelle la Géoula. C'est à ça que ça sert. Voilà. Azrabotaï. Le 17 Tammuz. Alors, tout le monde sait que le 17 Tammuz, c'est un moment qui ouvre la période des 3 semaines et donc qui ouvre une période de deuil. Une période de deuil qui, d'ailleurs, entre parenthèses, est beaucoup plus importante que la période de deuil du Homer. Et pourtant, on est beaucoup plus laxiste sur les halachot de deuil pendant les 3 semaines, alors qu'en vrai, elles sont beaucoup plus importantes que celles du Homer. Cette Tammuz, Tisha B'Av, c'est quand même des choses autrement plus violentes que ce qui s'est passé avec les élèves de Rabbi Akiva. Quoi qu'il en soit, le 17 Tammuz. On ne va pas parler de Tisha B'Av là maintenant, on va parler du 17 Tammuz. Et non, on ne va pas simplement se contenter de rappeler ce qui a marqué dans la Mishnah, que 5 choses sont arrivées à nos ancêtres le 17 Tammuz. Pour comprendre l'enseignement du 17 Tammuz, il faut se rappeler une chose très importante. Nous dit le Khatam Sofer que ce qui est marqué dans la Torah, Zeretzini. Oui, Todarabah. Non. Manitou le disait également. Les sources, c'est à prendre au sérieux. C'est-à-dire que lorsqu'il y a quelque chose, c'est un verset qui est marqué dans la Torah, il n'y a pas d'abus de langage. Il n'y a pas de formule type. S'il y a un mot qui est utilisé, c'est pas pour rien. C'est la Torah. Et a fortiori, si tu arrives à trouver des drachotes sur les mots de Rechaïm, a fortiori, sur les mots prononcés par Moshe et Aaron, vadaï que c'est pas rien. Ok. Pourquoi je vous dis ça? Parce que comment est présenté le 17 Tammuz pour la première fois dans la Torah? Comment est-il appelé? Alors regardez, ça c'était la question pour introduire le truc. Rabotai, dans la Torah, le 17 Tammuz est appelé Chag. Chag. Quoi? Où est-ce qu'on parle du 17 Tammuz dans la Torah? Nulle part il y a marqué 17 Tammuz dans la Torah. Eh bien si. Il faut juste faire un peu de mathématiques. Les amis, nous dit le Khatam Sofer, et vous inquiétez pas, c'est complètement antichronologique ce qu'il nous dit. Il nous dit, qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz? C'est quoi le premier événement qui s'est passé le 17 Tammuz? Non, après, c'est l'époque du temple. Non, les tables de la loi sont envoyées. Nishtaberu aluchot, que Moshe il a cassé les tables. Shavlama, comment ça peut arriver? Quand est-ce que Moshe il est monté sur le mont Sinaï? Quand est-ce que ça a eu lieu le Mahamad al Sinaï? Alors c'est où? Le Mahamad al Sinaï a eu lieu le 7 Sivan. Nous on le fête le 6 Sivan. Pourquoi il a eu lieu le 7 Sivan alors qu'il aurait dû avoir lieu le 6? Eh bien nous dit le Talmud, Moshe Osif Yom Midato. Parce que Dieu il avait dit préparez-vous pendant 2 jours et Moshe il a dit on se prépare pendant 3 jours. C'est-à-dire, donc ça aurait dû être le 6, mais finalement ça a été le 7. Lama qui Moshe Osif Yom Midato. Il dit le Khatam Sofer quelque chose qui est complètement à l'envers. Il dit bah oui, parce que Moshe il savait que le 17 Tammuz ça allait être un jour de Puranot, donc il a rajouté un jour. Pourquoi? Pour que le dévoilement il ait lieu le 7, pour qu'ensuite il puisse monter 40 jours, 40 nuits, et qu'il revienne pour casser les tables le 17 Tammuz. Parce que si ça avait été comme prévu, ça aurait été le 16 Tammuz qui revient. Alors le 16 Tammuz, c'est pas un jour problématique, donc je peux pas casser les tables le 16 Tammuz. Bon, maintenant quel est le problème de dire ça? C'est que pourquoi c'est devenu un jour problématique?
Parce qu'il a cassé les tables. Rabotai, mazé que Moshe osif yom midaato. Déjà, c'est bizarre. Déjà, c'est bizarre. Alors, d'après l'enseignement de la Kabbalah, Moshe, il a fait quoi? Pourquoi il a osif yom? Les Bnei Israël, ils étaient, quand ils sont sortis d'Égypte, de même tête Sha'aret Touma, et ils ont réussi à monter de même tête Sha'aret Tahara. Éphémérode. Mais ils n'ont pas atteint Sha'ar Hanoun. Mais Moshe, lui, oui. Donc, Mikoar Da'ato shel Moshe, il a dit, moi, je ne peux pas m'arrêter à 49. Donc, un imosif yom pour arriver au Noun. Vous ne comprenez pas, c'est-à-dire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous, dans l'histoire, on fait le 6 Sivan. Shavuot. Parce que nous, on n'est pas au niveau de Moshe. Donc, nous, on a fait 49 jours. Mais lui, il dit, non, 50 jours. C'est-à-dire, donc c'est Moshe osif yom midaato. On va voir si c'est vraiment ça à la fin de notre histoire. Mais en tout cas, au final, il s'est passé que Moshe, il a fait en sorte que le moment où il descend du Har Sinaï, Zematai, Beyudzaïn Betamuz. Sauf que qu'est-ce qui se passe la veille? La veille, les Bnei Israël, ils disent quoi? Ils disent, c'est le moment. Et ils disent à Aaron, Koum, asel anu Elohim, asher elchou lefanenu, ki ze Moshe ha'ish, lo yadanu me'ayalo. Et donc Aaron, il fait quoi? Il dit, ok, allez, prenez l'or, machin, les bijoux. Et quoi? Et c'est là la phrase qui nous intéresse. Le vaudor. On va faire le vaudor, mais il dit quoi? Aaron, il dit, Ki chag la Hashem machar. C'est une fête. Chag la Hashem machar. C'est quand machar? Le 17 Tammuz. C'est-à-dire que Aaron appelle ce moment Chag la Hashem. Après, vous pouvez me dire, oui, mais c'est parce qu'il voulait qu'on gagne du temps, comme ça Moshe il allait descendre. L'homme chané, Nachon. Donc ça veut dire que s'il n'y avait pas eu le Vaudor, et que Moshe il descend demain, et amène les Luchot, ben ça va devenir une fête ou pas? Nachon. Donc ça veut dire qu'à la base, le 17 Tammuz, c'est censé être Chag la Hashem. Ouais, D'ailleurs, elle n'a pas fait dans cette intention, elle a fait dans l'intention de faire un chef le Chag avec le Vaudor. Non! Aaron, il dit, le temps qu'ils me donnent leur truc, et que je fasse fondre, et que j'aurai pas le temps de faire le Vaudor, et Moshe il va arriver. Une fois que Moshe il va arriver, c'est l'heure. Et cet or-là, on l'utilisera pour le Mishkan. C'est l'idée. Bon, finalement, vous connaissez le Midrash, qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui a mis la plaque à l'échor, et le Vaudor il est venu tout seul. Tav, nous. Mais dans l'histoire, dans l'idée, Chag la Hashem machar. Donc le 17 Tammuz est censé être Yom Chag. Non plus que ça. Dans la tradition juive, on a l'habitude de ne pas appeler les dates, les chiffres, par leur nom de chiffres, mais on leur donne un mot qui a pour valeur numérique le même chiffre. C'est une tradition juive assez ancienne. Donc c'est quoi le 17 Tammuz? C'est Tov Betamuz. Avec Tov, en Gematria, c'est 17. Donc Tov Betamuz. Tov, c'est 15. Pourquoi? Ah, Tov, pardon. Tov. Ça? C'est bon? 17. 17. Tête, c'est 9. Ouais, 17. Vav, c'est 6, ça fait 15. Et Bet, c'est 2, 17. Ça? Donc Tov Betamuz. Donc Bémet, c'est Tov, le 17 Tammuz. Tov. Ad Kedekar, que la Gemara nous dit, mais celui qui voit la lettre tête dans un rêve, il doit s'attendre à des choses super qui vont lui arriver. Pourquoi? Parce que la première fois où la lettre tête apparaît dans la Torah, c'est pour le mot Tov. Veine Tov Meod. C'est-à-dire? Shavdo. Vayar Elohim, pas Tov Meod. Vayar Elohim, qui Tov. Quoi qu'il en soit. Donc ça veut dire que le 17 Tammuz à l'origine, c'est censé être quelque chose de super. Nachon. Et c'est devenu quelque chose de terrible. Aval shnia, shnia, shnia. Nous dit Rabbi Tzadok HaKohen Miloubli. 17 Tammuz, il ouvre une période de 3 semaines, jusqu'à Tcha'abeb. Et Tcha'abeb, c'était censé être quoi normalement?
C'est ça, Oui, c'est Shabbat. Mais c'est censé être quoi à l'origine? Un jour bien ou pas bien? Qu'est-ce qu'on va lire dans la Megillah de Echa? Vekara alay moed lishbor bachurai. Est-ce qu'on dit Tachanun à Tisha B'Av? Non. Pourquoi? Il disait moed. Alors là, qu'est-ce qui était censé se passer à Tisha B'Av? De rentrer avant Ben Mikdash. Non, pas à l'origine. De rentrer en Israël. Eh oui, les explorateurs sont rentrés le 8 Av. Ils auraient dû dire, les gars, c'est génial, on y va. Et le lendemain matin, on fait marche vers Israël. Donc, le 17 Tammuz devait être le jour où la présence divine règne au sein du peuple juif avec les premières louchot. Et 3 semaines plus tard, on rentre en Israël. C'est fantastique. C'est-à-dire, ces 3 semaines-là devaient être une période fantastique. Nous dit Rabbi Tzadok à Cohen Milublin, ces 3 semaines-là sont devenues tous les jours de fête du calendrier juif. Combien est de Yamim Tovim? Il dit, tu fais tous les décomptes, avec le 2e jour de Yom Tov de Galout, t'arrives aux 3 semaines. Genre comme si on avait finalement dispersé quelque part la grandeur de ces 3 semaines-là dans le calendrier. Mais 3 semaines entre Yud-Zayin et Tammuz et Tisha B'Av, c'est censé être un moment de grande fête, de Simcha, Atsuma. Alors comment ça se fait que c'est devenu ce que c'est devenu? Quel est l'événement le plus important qui s'est passé le 17 Tammuz? Le retard de Moshe Rabbeinu. Ok, mais c'est pas l'événement le plus important. Eh bien les amis, l'événement le plus important, c'est la naissance du Mashiach. Non, c'est une femme. Ah, c'est le 9 Av. Tu as raison. Chazal nous dit, non, Massoret, que le Mashiach, il va naître le 9 Av. Moi, j'ai pas parlé T'es conçu, tu veux dire? qu'il va naître. J'ai dit qu'il est né. Toi, tu me parles de Bezrat Hashem, le Mashiach, il va naître à Tisha B'Av. Tu dis, il est né. Voilà. C'est en opposition. Le divin enfant, comme disent les autres. Oui. Hein, d'accord? C'est en opposition avec. Avec tout. Non. En gros, avec tout. Oui, d'accord, mais. Non, mais c'est contradictoire. Évidemment que c'est contradictoire. Non. Donc, on va expliquer. Évidemment qu'il n'est pas né le Mashiach à ce moment-là, mais il est né le processus messianique à ce moment-là. De quoi on parle? Rabotai, vous avez entendu parler d'un certain livre qui s'appelle La Megillah de Ruth. Ouais? Top. Et Ruth, elle revient en Eretz Israël. Bon, elle vient de Moab. Qu'est-ce qui s'est passé? Naomi, elle était mariée avec Elimelech. Il n'y avait plus à manger en Eretz Israël. Ils sont partis de Moab. Là-bas, ils avaient 2 enfants, Marlon et Kilion. Ils les ont mariés avec des princesses de Moab, Ruth et Orpa. Finalement, on connaît l'histoire. Finalement, ils repartent. Elimelech il meurt, Marlon et Kilion il meurt. Et Ruth, elle repart avec Naomi. Orpa, elle décide de rester à Moab, et Ruth, elle reste à côté de Naomi, et ils reviennent dans Israël. Maintenant, ils n'ont rien à manger. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Elle va glaner. Ok. Mais Naomi, elle lui dit, Quand? Elle lui dit, ouais, glaner, ça d'amour. Et quand est-ce qu'elle glane? Ben, quand il y a quelque chose à glaner. C'est-à-dire, nous dit la Megillah de Ruth, Bimé, Ktsir, Seorim. Au moment où on va récolter l'orge. C'est quand? Enfin, Pessah et Shabbat. Ben oui, vous connaissez très bien, c'est Korban à Omer. Le Homer, c'est ça qui lance le Ktsir Seorim. D'accord, c'est quand? L'orge, c'est avant le blé. Oui. L'orge, on parle de l'orge. C'est le début du l'orge. Bah, l'Homer, c'est quoi? C'est le Korban, la mesure d'orge que tu amènes au Beth Amikdash pour lancer la saison. Le Yom Tov de Pessah. Le lendemain. Le lendemain. En Israël, il n'y a qu'un seul jour. Donc le lendemain du Yom Tov de Pessah, c'est Ktsir Seorim. Donc quand est-ce que Ruth, elle va commencer à aller glaner dans les champs de Boaz? Le 16 Nissan. Ok? Vous êtes avec moi? Yof. Combien de temps ça dure son glanage? Quoi? Combien de temps elle va glaner? Combien de temps elle va aller ramasser l'orge dans les champs? Des semaines. Plusieurs, 2 heures. Une semaine. Le temps de Ktsir Seorim. Et ça dure combien de temps Ktsir Seorim? 3 mois. Pendant 3 mois, on récolte dans les champs.
Oui, aujourd'hui, avec nos machines, ça va beaucoup plus vite. Ah, voilà, c'est ça. Évidemment. Mais à l'époque, le Ktsir Seorim, ça dure 3 mois. Plus tard, il fait trop chaud et ça a détruit la récolte. Donc, c'est 3 mois. Donc, ça a commencé le 16 Nissan et ça finit quand? 3 mois après. Le 16, pour être exact, le 15 Tammuz. Et qu'est-ce qui se passe d'après la Megillah à la fin de son moment de glanage? Naomi, elle lui dit, bon, il est temps qu'on pense à notre avenir. Donc il est temps d'aller te présenter à Boaz. Et vous connaissez l'histoire. Elle lui dit, va là-bas dans le champ pendant la nuit, machin. Boaz s'est endormi. Hein, à côté de Boaz, tout va bien. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Le Midrash dans Ruth Rabbah nous dit qu'au moment où elle est venue avec lui, enfin dans le champ la nuit, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Bah, ce qu'un homme il fait avec une femme la nuit dans un champ. La Yetzerara takaf et Boaz en disant Yalla! Et Boaz it gaber al yitzro. Il a dit non, pas comme ça. Et il lui dit quoi? L'inipo alayla. Je peux pas me marier avec toi, je peux pas avoir une relation avec toi. Pourquoi? Parce qu'il y a un Goël, il y a quelqu'un de plus proche de moi, enfin de toi, de moi, par rapport à la famille de Elimelech. Donc c'est pas possible. L'inipo alayla. Dors ici cette nuit et demain, on va aller le voir. Et on verra s'il est d'accord ou pas de faire Geoula Tadam. Donc le lendemain, ils y vont. On est donc le 16 Tammuz. Il vient voir le bonhomme et le bonhomme il dit non, je veux pas. Il l'a ramassé. Donc puisqu'il dit je veux pas, alors elle devient, Ruth, elle devient libre. Voilà. Ça se passe le 16 Tammuz. Et donc, à ce moment-là, Boaz, il rassemble 10 personnes pour le minyan. Voilà. Et il va faire la choupa Acharé Ashkia. Et il se marie avec Ruth, donc quand? Le 17 Tammuz. Et la nuit du 17 Tammuz, Elle est sa femme. ils vont faire des trucs. Je ne peux pas raconter. On dit pas. On dit pas. Ça, il va en mourir. Il en meurt. Mais il meurt après avoir consommé son mariage et fécondé Ruth. Et de là va sortir Oved, chez Wavi Ishaï, chez Wavi David. Donc, la fécondation de l'idéal messianique, c'est quand? 17 Tammuz. C'est fou. Le point de départ du Mashiach, 17 Tammuz. On veut faire un banquet. Mais c'est fou. Au lieu de se rester à la ceinture. Aval. Hein? Ouvre le frigo. Aval. Qu'est-ce qu'on a dit? Franchement, vous êtes tous papas et vous avez peut-être tous des filles, je sais pas. Mais toi non. Mais imagine, t'as une fille. Imagine ta fille. Tu lui dis bon écoute, il y a un homme riche. Il est seul. Je te propose d'aller t'allonger à côté de lui. J'avais en rêve. Hein. C'est quand même une histoire un petit peu. C'est pas comme ça qu'on attendait la naissance du Mashiach. Hein, en plus, c'est ta belle-mère qui dit ça. Et quand tu regardes bien, toutes les histoires du messianisme, c'est glauque. Ruth, elle vient de Moab, et Moab, on va pas vous rappeler que c'est l'histoire de Lot et de ses filles. Pas génial non plus. Et Boaz, lui aussi, il vient de l'histoire de Yehuda et Tamar, qui n'est pas non plus joli. Là, alors, on a l'habitude de dire que le Mashiach, il vient des endroits les plus sombres. Pourquoi? Pour être capable de mettre la lumière aussi dans ces endroits sombres. C'est Nachon. Aval, c'est pas ce que je veux vous expliquer ici aujourd'hui. Aujourd'hui, on va dire un autre truc qui nous vient de l'enseignement de la Kabbalah. Bon, ça aussi, de dire qu'il doit enseigner, éclairer là où c'est sombre, c'est aussi la Kabbalah. Mais quand on parle de Géoula, quand on parle de volonté d'amener au dévoilement divin dans le monde, qui se réveille pour faire son boulot?
eh bien c'est ce qu'on appelle dans le judaïsme As-Sitra Achara. Mazé As-Sitra Achara, en hébreu, parce que quand on dit en araméen ça fait bien, ça fait genre je suis un grand Talmid Chacham. As-Sitra Achara en hébreu c'est Atzad Acher. Littéralement, Sitra, Tzad, Achara, Acher. L'autre côté de quoi? Oui, mais on voit le fan de la guerre des étoiles qui se réveille en toi. Le mauvais côté. Il y a la force. Georges Lucas Shlita nous a expliqué qu'il y avait la force dans le monde. Et il y a le côté lumineux de la force, et tu deviens un Jedi, et il y a également le côté obscur de la force. C'est-à-dire, Tom, alors lui il a appelé ça la force. Aval etzlenu, ze ribono shel olam. Donc il y a le côté lumineux qui s'appelle Torah, Mitzvot, Ve'esh gam As-Sitra Achara. L'autre côté de qui? De Dieu. Ze gam koach shel HaKadosh Baruch Hu, bevedai. Mais est-ce qu'il nous a dit d'aller par là-bas? Non. Pourquoi il l'a créé? C'est son problème. Il a ses plans à lui. On étudie dans le Ramchal, dans Da'at Tvunot, tu vas nous expliquer qu'est-ce que c'est Sha'ar HaYichud VaHaEmunah. Sha'ar HaYichud VaHaMemshala, on n'a pas l'obligation d'étudier l'autre côté. Étudier, c'est encore une autre chose, mais en tout cas, l'utiliser, certainement pas. On a l'interdiction d'utiliser. C'est-à-dire? Donc, Yesh Sitra Achara, le Satan, comme on l'appelle. Alors, Satan, c'est qui son boss? C'est Dieu. Donc, son boulot de Dieu, c'est de faire en sorte que le dévoilement de Dieu ne puisse pas se réaliser. Pourquoi Dieu il s'est mis ça dans son programme? C'est son problème. Donc le boulot du Satan, de Sitra Achara, c'est ça. C'est quand il voit qu'il y a l'avènement de la Géoula, du dévoilement de Dieu, lui il vient, il dit hop, 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 certainement pas. Certainement pas. Et il se bat pour que ça ne marche pas. Ah, nous dit Reb Tzadok. Ah bah oui, bah c'est pour ça que le Mashiach il est venu comme ça. Mais pour éviter que Satan Pourquoi est-ce que le Mashiach ça vient tout le temps par des histoires oivei? Ben c'est pour que ça soit caché. Comme ça, la Sitra Achara, elle ne sait pas que c'est un processus messianique qui se met en place. Donc elle n'attaque pas, et même elle aide. Parce qu'elle se dit, David, Bathsheba, elle est mariée, machin, on va l'aider. Allez, tout d'un coup, on va faire en sorte que le coup de vent, pour que la bâche qui protège la douche de Bathsheba, c'est pour. Les amis, vous comprenez que toutes les tribulations pour arriver à la Géoula sont arrivées par des chemins qui ne sont pas des chemins, et qui sont certainement pas ce qu'on aurait imaginé de la naissance messianique. Tout ça, c'est pour que ça puisse arriver. Nachon, Yudzaïn Betamuz, Zetov Betamuz. Nachon, c'est la naissance du Mashiach. Oui. Et donc il faut qu'il y ait 5 choses terribles qui arrivent de cette Tammuz avant. Pour que tu comprennes bien que c'est un jour qui est terrible. Et comme ça, quand arrive le 17 Tammuz, le moment où Ruth, elle veut aller avec Boaz, Boaz il veut se marier avec Ruth, les Mekatregim, les Kochot de la Sitra Achara, elles disent c'est sûr qu'un mariage à ce moment-là, ça va pas marcher, hein. C'est un yom de Pouranout. Alors viens, on va les aider. Allez, Odi Shama. Écrit, beaucoup plus proche de nous, un rabbin qui s'appelle le Rav Issachar Taïrtel. Vous connaissez le Rav Issachar Taïrtel? Bien sûr. Et si vous ne connaissez pas, eh bien, ce que vous allez faire aujourd'hui, si vous avez la force, sinon demain, vous allez vous ruer vers une librairie française. C'est le hongrois. Oui, c'est le hongrois. C'est le hongrois. Voilà la définition. C'est le mec de Hongrie, là. Et vous allez acheter le livre traduit en français, Em Abanim Semecha. Ou si vous voulez, vous l'achetez en hébreu directement. Le livre le plus sioniste qui soit, et écrit par le plus antisioniste qui soit à l'origine. Parce que le Rav Issachar Taïrtel est l'élève du rabbi de Munkach.
Rabbi de Munkach faisait partie des plus anti-sionistes de l'univers. Et le Rav Teichtel, il explique dans l'introduction de son livre que lui aussi il était anti-sioniste. Mais pourquoi il était anti-sioniste? Parce que c'est comme ça. Tous les rabbins, ils étaient anti-sionistes. Ils ne se sont pas posé la question du pourquoi, du comment. Les mecs qui ont porté le sionisme, ils étaient contre la Torah, ou du moins ils n'étaient pas dans la Torah. Donc, forcément, c'est pas bien. Il dit, on n'a jamais étudié le sujet. C'était une évidence. Il dit, mais maintenant que les nazis sont arrivés, que j'ai plus d'yeshiva, qu'on m'a caché sous le plancher de la synagogue, et que j'ai le temps, ben, je me suis penché sur les sources. Et j'étudie. Mais Kitsour, il écrit là-bas, et il dit, comment ça se fait que le sionisme, il n'est pas venu par le rabbi de Belz, le rabbi de Gour, le rabbi de Munkach? Mais bien sûr. Il dit parce que si la Sitra Achra, elle voit tout d'un coup des mecs avec des barbes, bon, celle aussi il avait la barbe, mais il n'avait pas le chapeau. Il voit les mecs avec la barbe, le chapeau, les pères, et tout ça, et ils viennent et ils prônent que ça y est, on sort la Géoula, Mekimim Shrinta Me'afara. Alors tout de suite, la Sitra Achra, elle voit rouge, elle dit, oh papa, non, on va les empêcher. Donc Akadosh Baruch Hu qui veut la Géoula, il envoie un mec qui a enlevé la kippa. Le Rabbi Lubavitch, c'est un truc que j'ai appris récemment. On lui a posé la question pourquoi il n'a pas emmené une armée de chassidim en Israël. T'imagines si le Rabbi l'avait envoyé dans les années 80, je sais pas, 100 000 Chabadnikim en Israël. Mais vraiment, il y aurait eu une révolution en Israël, c'est une évidence. Et quand on lui a demandé pourquoi il n'a pas fait ça, il a dit parce que j'ai vu ce qu'ont fait les Bilous. Bilous. On disait Bilou. Bilou, c'était l'organisation de la deuxième Aliyah. Ok, la deuxième Aliyah, 1903, c'est ces gens qui ont pris les rênes, si vous voulez, du sionisme. La première Aliyah, c'était des religieux. La deuxième Aliyah, il y avait des religieux, puis il y avait aussi les membres de Bilou, qui étaient des gens d'Europe de l'Est, qui avaient rejeté la Torah, ça y est, et qui ont pris les rênes du mouvement sioniste. Ils se sont appelés Bilou. Bilou, c'est les initiales d'un verset qui dit Bet Yaakov Lechu Venelcha. C'est beau. C'est beau. Et le rabbi, il a dit si, parce que j'ai vu, ils sont appelés Bet Yaakov Lechu Venelcha, c'est fait. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a une suite au verset. Et ils ont décidé volontairement d'ailleurs de ne pas mettre la suite. Il dit s'ils avaient mis la suite, j'aurais amené tous mes chassidim en Israël. Mais comme ils ont enlevé la suite, ils ont montré quel était leur vrai objectif, donc j'ai pas emmené mes chassidim. C'était quoi la suite? Dans le verset, c'est Bet Yaakov Lechu Venelcha Beor Hashem. À la lumière de Dieu. Eux, ils ont enlevé ça. Parce qu'effectivement, c'est des gens qui ne voulaient pas. Le Rav Teichtel, il dit, mais comment ça se fait? Parce que si jamais c'est porté par de la Torah, la Sitra Achra, elle va se réveiller. Mais quand c'est porté par des mecs qui ont rejeté la Torah, qui font pas Shabbat, qui mangent pas kasher, la Sitra Achra, elle dit, mais ils sont de notre côté. Donc on va les aider. Vehem lo yodim que Ribono Shel Olam, c'est son plan. Le 17 Tammuz, se sont passées 5 choses. Jusqu'à l'époque de la Mishnah. C'est quoi ces 5 choses? Il y a 5 événements qui se sont passés. Mais si on comprend ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que ces 5 événements qui se sont passés sont en fait... Alors oui, il y a eu des choses dramatiques, mais elles sont là pour nous apprendre ce qui aurait dû se passer ou ce qui doit être mis en avant le 17 Tammuz. Qu'est-ce qui s'est passé? La première chose, Moshe a cassé les louchot. Donc ça veut dire que le 17 Tammuz, c'est le yesod des louchot. C'est quoi les louchot? C'est le témoignage. Les louchot à Edout, elles sont appelées dans la Torah. C'est le témoignage que Dieu se dévoile dans le monde. Donc le 17 Tammuz, c'est l'essence du dévoilement divin dans le monde. Ensuite, deuxième chose qui s'est passée, Boutal à Tamid. À l'époque, beaucoup plus tard, à l'époque du Second Temple, lorsqu'il y a eu la guerre fratricide entre Aristobulus et Hyrcanus, ils se faisaient la guerre, mais au début, ils arrêtaient les combats au moment du Korban du matin et de l'après-midi. Et à un moment donné, ils ont arrêté de se faire la guerre, et Boutal à Tamid. Donc ça veut dire que le 17 Tammuz, c'est l'essence de Korban à Tamid. Mazé Korban à Tamid, c'est la permanence
de la relation entre Dieu et l'homme. Parce que le dévoilement au Mont Sinaï, c'est Chat Pa'ami. Le dévoilement des Luchot, c'est Chat Pa'ami. Mais le Korban Atamid, c'est la permanence du dévoilement divin. Ensuite, il y a eu quoi? La brèche dans la muraille de Jérusalem. Donc ça veut dire que c'est le 17 Tammuz aussi, la centralité de Jérusalem dans le dévoilement divin. Après, il y a eu quoi? Saraf apostamus et à Torah. C'est quoi cette histoire? C'est le fait que la Torah doit prendre une place prépondérante pour mettre en pratique le dévoilement divin. Et enfin, Ohamad Tselem Ba'echal, on a mis en place une idole dans le Echal, alors que ce soit à l'époque de Nabucodonosor, de Antiochus, de Titus, le Chashub, on met de l'idolâtrie au lieu et place de Shem Hashem. C'est-à-dire que l'essence qui doit être corrigée, c'est Hashem Echad. Donc en fait, c'est quoi 17 Tammuz? Le dévoilement divin, la permanence du dévoilement divin, Jérusalem pour recevoir le dévoilement divin, la Torah pour mettre en pratique le dévoilement divin, et la Kriya Beshem Hashem. Le fait qu'on invoque l'unité du Créateur. Ça, c'est le 17 Tammuz. Ça a été mis en mode catastrophe pour que la Sitra Achra, elle ne se réveille pas. Mais c'est ça l'objectif de Tov Betamuz. C'est ça l'objectif de la naissance messianique qui a eu lieu à ce moment-là. Et oui, ça donne au 17 Tammuz une autre ambiance. D'accord? C'est-à-dire? Et c'est pour ça que, en fait, quand on te dit dans le livre de Zecharia que viendra un jour où Atzom Arevi et Atzom Asiri et Atzom vont se transformer. Mazé vont se transformer. C'est au moment où on aura réussi à comprendre quelle est l'essence de cette fête-là. Comme elle porte en elle toute la force de la Géoula, alors on lui a donné un aspect négatif pour calmer les forces qui veulent un peu trop s'en mêler. Notre génération est celle qui doit la faire changer. Et d'après la halakha, alors je pense que le Rav Ben Ishai, il a dit qu'il fallait jeûner aujourd'hui, non? Ouais. Le Shabbat, il n'a pas annoncé qu'il y avait le jeûne? Dans certains minagim, on annonce le jeûne le Shabbat d'avant. Non, mais il y a remarqué Quoi? la route, quoi. Ah, ça, donc il a dit qu'il fallait jeûner? Ouais. Il n'a pas permis. Non. Si, pour certains, mais pas tous. Ah, oui, mais que pour certains. Là. Non, parce que d'après la Gemara, parce que la question c'est, ces journées de jeûne vont être transformées. Chez la Mataï. Donc la Gemara nous dit, Sheyesh Gzera à l'Israël, Kulam Tsami. C'est-à-dire, lorsque l'époque est une époque où les goïms nous persécutent, ben, ces jeunes-là, c'est des jeunes, tout le monde les fait. Ksheyesh Shalom, Lot Tsami. C'est tout, terminé le tzom. Aval, Ksheze Lo Gzera, Velo Shalom, Ratsu Mitanim, Lo Ratsu En Mitanim. Maintenant, c'est quoi Shalom? Machloket. Évidemment, c'est pas drôle. Est-ce que Shalom, ça veut dire que Yad Agoyim Lo Takifa Alenu? C'est-à-dire que c'est plus eux qui décident pour nous? Tu vis en paix. Alors, Agdara, dans la définition halachique, c'est est-ce que ça veut dire que les goyim sont plus tes maîtres, que tu es indépendant, et donc à ce moment-là, il y a Shalom depuis 1948, ou alors Shalom, ça veut dire Bet Hamikdash. Shalom, c'est quand il y a le Bet Hamikdash. Donc comme c'est une marloquette, les rabbins aujourd'hui ils décident qu'on est possède comme la vie mahmir, qu'il faut attendre Bet Hamikdash. Donc ça veut dire qu'on est en ce moment dans ce qu'on appelle Lo Gzera aval Lo Shalom. Donc normalement ça devrait être Ratsu Mitanim, Lo Ratsu En Mitanim. Aval, nous disent les Rishonim qu'à partir du moment où Am Israël la kach al atzmo de l'Eitanot, as Mitanim kulam. C'est-à-dire que c'est vrai, aujourd'hui techniquement, on est dans une génération où
chacun pourrait décider est-ce qu'il a envie de jeûner ou pas de jeûner. Mais comme Am Israël a pris sur lui le jeûne, alors on continue tout le monde. Mais effectivement, il faudrait réussir à le faire passer à Yom Shel Simcha. Moi, je dis quand même, il faut marquer le truc qu'on a revenu sur le terrain. C'est-à-dire toutes ces histoires qu'on a entendues jusqu'à maintenant, c'est ce qui s'est passé tout le long de l'histoire. Maintenant qu'on est revenu, ça ne veut pas dire qu'on efface. Ça veut pas dire qu'on efface tout ça. Mais on doit avoir une autre réflexion. C'est-à-dire que le jeune, c'est bon, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? À souvenir, j'ai capté plus ce que tu m'as dit que tout le jeune que je vais faire toute la journée. Oh? C'est pas. Je veux dire, on doit monter d'un cran. Il faut que la création d'Israël, il faut qu'elle soit marquée. Parce que si on est tout le temps en train de parler du passé, on est à la création. Et bien c'est pour ça qu'aujourd'hui, le 17 Tammuz, on a envoyé le représentant du peuple juif parler devant les représentants de la plus grande puissance mondiale. Il va prendre la première option. Hein? Il va prendre la première option alors. Peut-être. Peut-être. Et peut-être qu'il va dire Ko Amar Hashem. Je ne sais pas, je ne connais pas la teneur de son discours. Mais peut-être que dans son discours, eh bien, il va rappeler le 17 Tammuz, et il va dire que maintenant, justement, ça a changé, et il va peut-être nous ramener à Tov Betamuz. Anilo Yodea. Yesh Kochot qui sont en place et qui nous dépassent. Vous avez vu Motzei Shabbat, notre ami Biden, qui se retire de la course. Et les analystes de politique américaine, les républicains, sont en stress total. En stress. Maintenant que Kamala Harris va être non seulement elle est forte, et puis c'est pas ça. C'est que toute la campagne de Donald Trump, c'était sur le fait qu'il est trop vieux, il n'est pas capable, machin, regardez, moi je suis... Mais il peut plus faire ça maintenant. C'est lui le vieux. Non, c'est lui le vieux. C'est-à-dire, donc ils sont en stress. Et tout le monde... Il n'en prend plus d'une oreille alors. Mais c'est un héros. En plus, il a une oreille en moins. Mais c'est un héros. C'est un héros grâce à son oreille en moins. Il va certainement devenir copain avec Mike Tyson. Ou avec Van Gogh. C'est très possible. Je prends plutôt l'option Tyson que Van Gogh. C'est la première fois qu'on lui met une femme dans les pattes et qu'il n'est pas content. Et voilà, non, c'est un problème. Maintenant, je ne sais pas comment elle va se passer l'élection, mais une chose est sûre, il est choliot que Kamala Harris, elle va gagner. Et tout le monde connaît ses positions par rapport à Israël et aux Palestiniens. Elle est mariée. Kamala Harris. Comme ça, j'en parle. En tout cas, elle est très anti-nous. Elle est très pro-palestinienne. Maintenant, peut-être que tout ça, Gamzé, c'est peut-être. N'oublions pas ce qui a marqué dans Mishneh, que Lev Melachim Vesarim Beyad Hashem. Ce qui se passe dans la tête des dirigeants des Goïm, c'est Akadosh Baruch. Moi j'ai quand même une question parce que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le côté obscur, le côté obscur c'est Hachem. Donc c'est Hachem, il va se cacher à lui-même il va faire avancer des choses par des chemins qui ne sont pas ceux qu'il veut que toi tu empruntes. Mais parce que des fois il y a besoin. Il faut des analystes. Il faut des analystes pour arriver à analyser la pensée dans les écrits. La pensée d'Akadosh Baruch Hu. Ah ben c'est pas facile. C'est pas facile. Donc le Rabbin il écrit dans le livre d'Atevunot qu'il y a deux façons que Dieu il a de gérer le monde. Il y a ce qu'on appelle Anagat HaMishpat. Et donc Dieu il gère le monde, Sachar V'Onesh, il y a marqué dans la Torah, tu fais ça, hein. Et puis il y a Anagat HaYichud V'Hamemshala. Anagat HaYichud, c'est lui qui gère. Il a son plan à lui. Des fois, tu te dis, il y a des gens qui ont créé des choses très bien et très belles, et tout d'un coup, tremblement de terre et tout s'effondre. Ah, bah. Pourquoi? Non, gars. Pourquoi est-ce que Dieu il utilise certaines choses? Je sais pas. C'est le patron? Oui. Non, c'est le patron, mais je veux dire, qu'est-ce que j'apprends de tout? Je sais pas. Des fois, enfin, en général, tu découvres après qu'il y avait des raisons. Mais qu'on ne pouvait pas te demander à toi de faire. Il y a une autre chose, c'est que c'est très difficile d'être réceptif Kolasman, d'être tout le temps à l'écoute. C'est très difficile.
Et le cerveau, il a besoin de repos un peu, il a besoin d'essayer de comprendre tout ce que c'est tellement compliqué que vous êtes des mots au ciel, c'est toi qui gères. C'est toi qui gères. Attends, même. Le tremblement de terre, comme tu parlais tout à l'heure à Lisbonne, hein, il me semble que ça avait servi de discussion entre Leibniz et Voltaire. C'est possible. Sur le bien, le pas bien, le machin, qui a amené à ce qu'on appelait les Lumières. Ouais. C'est-à-dire que des fois, il se passe des choses, tu comprends plus tard quelle va être leur incidence. Mais tu vas pas demander aux hommes de créer un tremblement de terre. C'est pas leur truc. Tu vas pas demander aux hommes de faire quelque chose qui est a priori du mal, même s'il y a du bien qui va en sortir. Mais des fois, Dieu, il l'utilise. C'est son truc. Moi, je comprends pas. Barour, que je comprends pas pourquoi tous nos soldats qui sont tombés. Je comprends pas. C'est les tzadikim. C'est des gens extraordinaires. Pourquoi ils sont tombés? C'était ça, c'est je comprends pas. En ce moment, on parlait au fédéral, et c'est parce qu'on voit. Est-ce que c'est. Il n'y a pas de hasard d'avoir, mais je veux dire, les soldats qui tombent, des gens qui sont malades, qui sont jeunes, des choses comme ça. On est dans une période où il y a énormément oui, enfin, la question c'est. En vrai, même dans les c'est périodes précédentes, enfin, dans toute l'histoire. Il y a échange, c'est ce que tu dis tout à l'heure, c'est voilà. La façon dont on voit les choses. Exactement, parce que dans toute l'histoire, il y a eu des moments dramatiques et il y a eu des gens qui ont. Je veux dire, le peuple juif, il a subi pas mal de choses dans son histoire. Et le monde entier aussi. Donc, on dit en ce moment, il se passe des choses terribles. Ouais. Je veux dire, c'est très dur de dire ça, mais quand tu regardes la guerre qu'on est en train de mener, et que chaque soldat qui tombe, et on voit tous les jours des soldats tomber, on a le cœur qui est meurtri, mais d'un autre côté, quand on regarde la tmouna Kolelet, on n'a pas le droit de faire ça, parce que quand tu regardes de haut, tu vois plus les visages. Donc il faut être tout le temps dans ce jeu de haut et bas. Que quand tu vois le visage, tu pleures. Quand tu prends de la hauteur, tu te dis, on a quoi? On a 700 morts, plus de 700 morts chez nous. 9 mois de guerre. En fait, c'est rien. C'est ce que me disait mon père. C'est qu'on a ce sentiment que ceux qui partent, c'est des gens d'une qualité. Mais c'est des gens d'une qualité extraordinaire. Mon père me disait, j'ai vécu le moment où il y avait 30 000 juifs par jour qui mouraient. Hommes, femmes et enfants. Mais même sans parler de Auschwitz. On n'avait pas leur nom, leur photo, ni. Nahon, mais même sans parler de Auschwitz. Tu regardes les autres guerres d'Israël. Que ce soit la guerre d'indépendance, la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour. Ben, évidemment. La guerre d'indépendance, c'était terrible. La guerre d'indépendance, ça a duré près d'un an, enfin un peu plus d'un an. Il y a eu 6 000 morts. C'est intéressant, parce que là, c'est la deuxième guerre d'indépendance qui se joue là. Et en fait, alors on a des soldats qui tombent tous les jours et on le voit, parce que les réseaux sociaux, parce que Internet, parce que truc. Mais si tu regardes en vrai, de vrai, c'est pas beaucoup. Surtout comparé à ce qu'on pensait. Combien on nous a fait peur, on nous a dit, si on rentre à Gaza, ce sera des dizaines de milliers de morts chez nous. Pas des dizaines, mais il y aura des milliers de morts chez nous. Et on peut pas, ils nous attendent, et les tunnels, et les machins, les trucs. Bah, en fait, on peut. Et on a réussi. Ils ont appris de leurs erreurs. Non, mais ça date pas d'hier. De Gaza, ça fait beaucoup de morts. Hein, là La guerre de Gaza qui a précédé celle-ci, elle a fait beaucoup de morts. Ouais, parce qu'ils prenaient trop de précautions. Alors que là, ils ont pris beaucoup moins de précautions. Oui, bien sûr qu'on apprend. Mais ce que je veux te dire, c'est que même à l'époque, la première fois on est retourné à Gaza officiellement, après en être parti, quand il y a eu ce qu'on appelait Plomb durci au Ferretier de Souka en 2009, moi je me rappelle, j'étais à ce moment-là, on nous a envoyés aussi, et ils nous avaient tous briefés, comme quoi on s'attendait à avoir une centaine de morts et près d'un millier de blessés, chez nous. À la fin de cette guerre, qui a duré 1 mois, on a eu 10 morts et quelques blessés. Et parmi les 10 morts, il y en a 4 qui ont été tués par nos forces à nous, par des erreurs. C'est pas du tout ce qu'on pensait. Donc, ce que je dis, c'est que tu regardes les événements qui nous arrivent, et il y a des choses qu'on ne comprend pas, et qu'on se dit, mais tu prends les meilleurs et tout ça, mais c'est terrible.
Puis d'un autre côté, quand tu prends du recul et tu te dis, mais attends, mais il est en train de se passer un dessin tout nouveau de ce qui se passe dans la région. Parce que les militaires, quand ils projettent, ils sont toujours très rationnels. Ça va. Et après... Peut-être que c'est pas. D'ailleurs, Peut-être que c'est plus pessimiste que rationnel. Toutes les guerres d'Israël, les stratèges, quand ils regardent après, ils disent on ne comprend pas. Quand la Syrie, le truc a attaqué. Ou peut-être qu'il y a cette volonté de faire peur à l'opinion pour ne pas se mouiller trop. Parce que tu mets toujours tu fais des projections qui sont toujours alarmistes pour que tu passes après pour le héros. Peut-être qu'il y a ça aussi. Je dois dire. Quand ton patron il te dit combien de temps tu as besoin pour faire ce travail-là, tu lui dis j'ai besoin de 3 jours. Et quand tu l'amènes au bout de 2, tu dis c'est vraiment génial. Si tu lui avais dit j'ai besoin de 2 jours, et que tu l'amènes au bout de 2 jours, il t'aurait dit ah bon, tu pourrais pas aller un peu plus vite. Je sais pas. Je dis simplement qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, évidemment. Et puis il y a des choses que quand on prend ce regard plus haut, il se passe des trucs incroyables. L'élection américaine, on n'a jamais vu ça. Évidemment qu'il se passe des choses. Et tu te dis, si Trump y passe, il va nous aider à construire le Beth Amikdash. Et peut-être que si Kamala Harris elle passe, eh bien les États-Unis vont devenir notre ennemi. Et justement, pourquoi ça prend autant de temps? Pourquoi il y a de tels événements qu'il y a le Beth Amikdash? C'est vrai que ça paraît. Autant de temps? Moi, je trouve que ça va vite, là. Combien de temps? C'est-à-dire 75 ans depuis la création de l'État d'Israël. Ça va arriver tout de suite. Demain. 75 ans. Pourquoi il faut que les Américains. Mais c'est Kloum. 75 ans depuis la création de l'État d'Israël, c'est Shum Davar. Rappelle-toi, quand on est sorti d'Égypte, ça a mis 480 ans avant qu'on construise le Beth Amikdash. Ouais, dans l'échelle. Eh oui. Nous, à notre échelle, on se dit, maintenant, demain, we want Mashiach now. Mais en fait, quand tu regardes dans l'histoire, et dans l'histoire du peuple juif, finalement, ça va tellement plus vite en ce moment. Tout va vite, en fait. Tout va à une vitesse incroyable. Et tu as vraiment l'impression qu'il y a un événement qui va mettre le feu aux poudres. Arrête, personne ne pensait au 7 octobre. Possible. Et le monde, il a changé en 2 jours. Qu'est-ce qui va se passer après? On n'en sait rien. Il y a une chose extraordinaire qui en ce moment, c'est la propagation des nouvelles à la seconde. Mais oui. C'est-à-dire que le monde entier connaît à la seconde Bien sûr. ce qui se passe. Tu veux que je te dise? Les Yéménites qui ont balancé leur Katbam, les Houthis, je suis persuadé qu'ils n'avaient pas du tout prévu que ça tombe à Tel Aviv et que ça fasse un mort. Ou alors, s'ils avaient prévu, ils n'avaient pas du tout prévu qu'on réponde comme ça. Qui avait prévu quoi? Qu'on réponde comme on a répondu. Le Yémen est encore en flammes. Ah oui, là, ils ne sont pas prêts de... Ben non. On ne sait pas comment les trucs qui peuvent avancer. Le Nord. Tout le monde te dit, le 1er septembre, les gens peuvent rentrer chez eux. Sauf que le Hezbollah, il peut décider que c'est le 29 août qu'il décide de lancer le truc. Ils ont fait un 14 juillet. Est-ce qu'il faut attaquer? Quoi? Le Motzei Shabbat, il y a eu une attaque. Là, oui. Et je pense que ça explose encore. C'est vraiment. Maintenant, l'RTDA, ce qui va se passer aux Jeux Olympiques. Tu sais pas ce que peut avoir comme influence un attentat islamiste en plein milieu des Jeux Olympiques? Il y a déjà des athlètes qui s'amusent avec des drones. Je ne sais pas si tu as entendu cette histoire hier. Il y a 2 drones qui ont été interceptés. Des petits drones, pas les... Et il y a l'un, c'est un athlète brésilien qui a amené son petit drone et qui l'a emmené au-dessus du village olympique. Donc il avait débarqué. Donc rien n'empêche un mec d'assembler un petit drone avec un autre petit drone et un autre petit drone, ça fait un gros drone. Les Ukrainiens ils font. Voilà. Je sais pas pour les athlètes israéliens, est-ce qu'ils ne sont pas en train de préparer un Munich numéro 2? Tu comprends? Il se passe plein de choses. Herzog qui décide d'y aller. C'est beau. C'était pas prévu. Mais Kitsour, le monde change, le monde avance vers la Géoula, et on espère que c'est la dernière année où on fait le 17 Tammuz pour enfin le faire redevenir Tov Betammuz, Bemera Beyamenu,
Amen. Alors là,